Alors j'ai le plaisir d'accueillir Zach Halal, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez 27 ans, je vais essayer en quelques mots de résumer votre vie déjà bien remplie. Vous êtes né en Algérie, vous y avez fait des études de médecine. Ensuite vous avez fait des stages à Oxford et Harvard en neurologie et en chirurgie, si je ne me trompe pas. Ensuite, après un passage à l'université de Stanford, vous avez décidé de rester dans la Silicon Valley et puis vous créez votre première start-up consacrée aux greffes d'organes et au cœur artificiel. Mais vous êtes aussi un pianiste de haut niveau et compositeur. Vous avez donné plusieurs concerts dans de grandes salles, entre autres au Carnegie Hall à New York. Et puis vous êtes aussi aujourd'hui le représentant donc, de cette université de la singularité pour les pays francophones. Alors d'abord, je voudrais que vous nous expliquiez en un mot, université de la singularité, c'est-à-dire? L'Université de la Singularité est un centre d'éducation qui est basé à San Francisco, au centre de recherche de la NASA. C'est une université qui a été fondée par Google. Donc c'est en quelque sorte l'université de Google. C'est une université qui enseigne l'utilisation des technologies émergentes, les fameuses NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle, sciences cognitives, et leur utilisation pour résoudre les plus grandes problématiques mondiales, donc à but social notamment, et pour améliorer les conditions de l'humanité. Mais pourquoi ce mot singularité ? Le mot singularité, d'abord parce que c'est une université singulière, mais aussi surtout parce que les fondateurs ont cette philosophie-là qu'à un certain moment, on va vivre des changements exponentiels, des changements qui vont être tellement rapides et accélérés qu'on ne pourra plus les anticiper. Donc il vaudrait mieux aujourd'hui adopter ces technologies-là afin de pouvoir justement bien s'adapter à ces changements-là. Alors, vous l'avez dit, cette université est créée en Californie. Vous voudriez aussi vous installer en Europe et notamment en France. Qui souhaitez-vous accueillir dans cette université ? En France, vous voulez dire? Oui. En France, on compte justement lancer notre siège ici en France dans le deuxième semestre de 2015. Ça avait été annoncé pour 2017, donc les choses se sont passées très très vite. De par d'abord l'intérêt des autorités, l'intérêt des partenaires académiques, des partenaires industriels. On compte accueillir des étudiants des grandes écoles, mais aussi des chercheurs, des jeunes talentueux, mais notamment aussi des étudiants qui n'ont pas la chance de pouvoir passer par les grandes écoles, par des écoles brillantes, mais qui ont ce don-là. C'est un petit peu la même valeur et la même mission que l'école 42 qui donne la chance justement à des jeunes de devenir ça, c'est l'école de Xavier Niel. Exactement. Et voilà, donc on a trouvé des terrains d'entente extrêmement intéressants avec l'école 42, donc c'est dans cette même philosophie-là. Donc j'imagine que vous n'acceptez pas la critique que certains vous font d'être réservé à une élite, de vous adresser aux leaders de demain. Vous dites non, on s'adresse un peu à tout le monde, alors que même que vous avez des accords, j'ai vu avec, je ne sais pas si vous les avez déjà, mais avec l'ESSEC, qui est une des plus grandes écoles de commerce en France. Donc c'est quand même réservé, c'est pas n'importe qui rentre dans cette école. Justement, je pense qu'aujourd'hui, on a été extrêmement intelligent en s'adaptant à la culture française, en s'adaptant à la France. Vous savez que ici, l'égalité et la fraternité sont des valeurs qui sont extrêmement importantes. Donc pour nous, ne pas être élitiste a été une priorité. On réserve effectivement des places pour des écoles comme ESSEC. J'annonce aujourd'hui aussi à l'antenne en première qu'on va travailler aussi avec l'ESCP Europe, mais aussi avec des jeunes qui vont pouvoir avoir des places qui ne sont pas diplômés, mais qui sont bons dans ce qu'ils font et qui veulent utiliser les NBIC pour des projets. Alors j'imagine que ces cours, cette université ne sera pas gratuite. Qui prend en charge le financement des étudiants ? Les cours seront complètement gratuits dans notre siège ici à Paris. Et on utilisera aussi ce siège-là pour dénicher les talents afin de pouvoir leur donner des bourses. Mais donc les étudiants ou les familles ne devront pas débourser d'argent pour inscrire leurs enfants dans cette Pour les séries de conférences qu'on aura ici, absolument pas. Ce seront des étudiants qui seront sélectionnés. On aura un programme de bourse qui va être financé par une grande banque. On annoncera cela lors de notre cérémonie d'ouverture très prochainement. Une grande banque française en partenariat avec une grande école française pour financer un lauréat qui ira étudier. Donc, effectivement, on ouvre nos portes pour les grandes écoles françaises. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse en France, en fait ? Pourquoi ouvrir cette succursale, cette antenne, je ne sais pas comment, ce bureau en France ? D'abord, c'est surtout l'esprit de brillance et l'excellence académique des étudiants français. C'est la philosophie française. J'ai eu, il y a quelques jours, un débat extrêmement passionnant avec l'ancien ministre de l'Éducation, M. Luc Ferry, autour des technologies et du futur de l'humanité. Et je pense que la France a beaucoup de choses à apporter sur tout le domaine des NBIC. Aujourd'hui,
on a oublié une valeur extrêmement fondamentale dans le développement technologique, qui est l'humanisme. Donc, je pense que la France a beaucoup de choses à apporter d'un point de vue d'excellence académique et d'un point de vue humaniste. Alors, vous y avez fait allusion tout à l'heure, mais quels sont les domaines, les thèmes prioritaires auxquels vous vous intéressez dans cette université de la singularité? Alors, on enseigne les technologies exponentielles. Nous, on les appelle les technologies exponentielles. C'est le synonyme des technologies émergentes ou des NBIC. On donne des cours d'intelligence artificielle, comment programmer, comment utiliser les big data, comment devenir un data scientist, un scientifique qui gère les données, les informations, comment pouvoir modéliser des objets et les fabriquer en 3D, les imprimer en 3D, quels sont les tenants et les aboutissants de ces technologies-là et comment les appliquer sur des domaines bien spécifiques. On pense à la santé. C'est pas que de la recherche théorique, c'est aussi quelque part, vous espérez des débouchés pratiques, concrets. Absolument, ce sont des projets qui naissent à partir des programmes. On a même un accélérateur et un incubateur sur place. Aujourd'hui, même notre succursale ici à Paris aura des partenaires industriels et des partenaires académiques qui vont se mixer ensemble pour avoir un écosystème innovant avec une force de frappe extrêmement importante. Alors tout ça, ce sont des investissements privés, majoritairement privés ou exclusivement privés? Exclusivement privés. Ouais. Ouais. Et pour vous, ça ne pose aucun problème que ces domaines de la recherche, qui auront probablement une importance et des conséquences sur la vie quotidienne des gens très rapidement, j'imagine que vous le souhaitez, soient exclusivement privés? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise privée de financer ce type de recherche? C'est le rôle des entreprises privées. De toute façon, je ne peux pas encore annoncer nos partenaires industriels ici en France. Mais on a de grands partenaires industriels qui ont un intérêt à justement stimuler cette innovation-là. On a un écosystème innovant où les entreprises vont pouvoir récupérer ces talents d'abord ici dans notre écosystème et ceux qui partent étudier et qui reviennent nourrir cet écosystème. Aujourd'hui, les grands comptes et les entreprises qui ont été les plus performantes sont celles qui ont été les plus innovantes. On sait très bien que l'innovation aujourd'hui est un levier de croissance qui permet aux entreprises de se développer et cela passe par une éducation, passe par la sensibilisation de ces dirigeants-là, de ces innovateurs, de ces preneurs de décision à quels sont véritablement les tenants et les aboutissants de ces NBIC-là. Donc, on a aussi un aspect éducatif extrêmement important aux étudiants qui vont être récupérés, en fait, en quelque sorte, par ces grands comptes français. Malgré la différence de culture entre la France et les États-Unis, parce que vous vivez aux États-Unis? Absolument. Moi, je connais très bien la France. Pour y avoir vécu, j'aime beaucoup la francophonie. Je suis amoureux de la France et j'agis justement comme un pont entre la Californie et la France. Alors, cette université de la singularité n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le transhumanisme. J'allais dire, pour résumer, cette intelligence artificielle qui pourrait un jour dépasser l'intelligence humaine. Absolument pas. Je le dis et je le répète, de toute façon, je le dis souvent. L'université de la singularité n'est pas transhumaniste. Je ne suis pas transhumaniste. Ses chercheurs et son staff ne sont pas transhumanistes. Celui qui est transhumaniste, c'est son fondateur, un de ses fondateurs, qui s'appelle Ray Kurzweil. On ne parle pas de Peter Diamandis, qui est un technophilanthrope, un optimiste, qui déborde d'énergie et qui n'est pas transhumaniste. Ils ont créé ça justement à deux. Un qui voulait avoir un impact global, l'autre qui était un génie des technologies. Et je pense que Ray Kurzweil a ses propres convictions. Aujourd'hui, il intervient de manière ponctuelle pour donner des cours. On a des débats et des cours sur l'éthique de l'intelligence artificielle, sur l'éthique des technologies, sur la philosophie, justement, et la sécurité des technologies. Donc, c'est un espace ouvert au débat. C'est un espace ouvert au débat et encore une fois, on n'est pas transhumaniste. Et lors de ce débat que j'ai eu, un débat passionnant avec M. Luc Ferry, on a justement parlé des valeurs humanistes et la valeur de l'homme. Moi, je l'ai dit ouvertement, le jour où on aura une machine qui composera une valse de Chopin, ce jour-là, moi, je deviendrai transhumaniste. Je ne pense pas encore qu'on aura ça. En tout cas, ce sont des domaines assez passionnants qui sont à la frontière entre la technologie et même pratiquement la philosophie, parce qu'on peut dire que dans certains domaines, les chercheurs que vous êtes ou que vous allez financer, certains ils se prennent un peu pour Dieu, c'est-à-dire qu'ils veulent modifier en fait la matière, l'ordre des choses, ou non? Moi, je pense qu'il y a un certain techno-utopisme qui prend ses origines dans une culture californienne. Vous avez beaucoup de personnes et beaucoup de chercheurs et des laboratoires qui poussent des recherches dans les neurosciences,
qui essaye de ce qu'on appelle télécharger la conscience, la télécharger sur une machine afin d'atteindre l'immortalité. Moi, je pense que c'est une erreur grave de pouvoir transposer les progrès technologiques, les progrès qui se passent dans le monde de la machine au monde biologique, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint un certain niveau de granularité et de précision dans les neurosciences afin de pouvoir véritablement télécharger un cerveau ou comprendre exactement. On y arrivera. Je ne pense pas encore qu'on a atteint le point pour dire si on y arrivera ou pas, parce qu'il y a une fine limite entre le génie scientifique et l'absurdité de la science-fiction. En un mot, Zach Halal, je disais que vous avez votre parcours à 27 ans qui est assez incroyable. Vous avez parfois l'impression que vous avez un destin, que vous avez une mission sur Terre. Vous sentez une sorte d'élu? Un élu, non, mais quelqu'un qui suit son cœur et sa passion et qui y croit profondément et qui fait tout pour y aboutir. Merci beaucoup, Zach Halal, d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci à vous. Merci beaucoup.